l'état de droit. On va commencer par une définition de cette notion, qui est assez complexe, qui malgré tout est d'actualité et qu'il importe de bien saisir pour pouvoir correctement s'en emparer. Donc l'état de droit, c'est une notion à part entière, mais qui en contient deux. L'état d'une part et le droit d'autre part. L'état, c'est l'ensemble des institutions qui exercent du pouvoir dans les frontières d'un pays ou d'une nation. On en a quelques-unes qui viennent immédiatement à l'esprit. C'est la présidence de la République, le gouvernement, les ministres, ça on les connaît, les assemblées également, les conseils, les cours, les juridictions, bref, toute institution qui exerce du pouvoir, qu'elle soit incarnée par une personne physique, par plusieurs personnes, dans ce cas-là on parlera d'institutions collégiales, bref, cet ensemble-là constitue les institutions. Et derrière l'ensemble des institutions, on met le mot État. Maintenant, le droit. Le droit, c'est plus abstrait, mais définissons-le ainsi. Il s'agit de l'ensemble des règles dans un espace donné, le même espace qu'évoqué précédemment, le pays, la nation, l'ensemble des règles qui délimitent, décrivent ce qui est interdit et ce qui est autorisé. Maintenant que la notion est bien définie, et avant d'aborder avec vous d'où cette notion vient et où elle se rend surtout et où elle est rendue actuellement dans le débat public, j'aimerais que nous voyions ensemble deux notions avec lesquelles l'état de droit ne se confond pas, mais avec lesquelles pourtant il est souvent confondu dans ce même débat public. Ces deux notions, ce sont les notions de démocratie et de séparation des pouvoirs. Il n'est pas rare que l'état de droit soit confondu avec la première et avec la deuxième. Donc on va prendre un tout petit temps pour bien définir les distinctions entre ces trois notions. La démocratie, c'est un mode de désignation des gouvernants, ni plus ni moins. La démocratie, c'est la façon, les moyens dont dispose le peuple, les citoyens, les électeurs, de désigner ceux qui vont plus ou moins présider à leur destinée. Point. Ça n'est rien d'autre que cela. C'est déjà beaucoup, mais ça n'est rien d'autre que cela. La séparation des pouvoirs, c'est un mode d'organisation des pouvoirs, ce que j'ai défini un petit peu plus haut lorsque j'ai fait le tour de la notion d'État. On connaît la séparation des pouvoirs théorisée par Montesquieu, qui en distingue trois, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Ça n'est pas notre sujet, mais ça n'est qu'un mode d'organisation des pouvoirs dans la société. Et ça n'est pas non plus l'état de droit. Ces distinctions s'éclairciront au fur et à mesure du propos sur l'histoire de la notion et sur son actualité. Mais retenez à ce stade que lorsque l'on parle d'état de droit, on ne parle pas nécessairement de démocratie et on ne parle pas nécessairement de séparation des pouvoirs. La démocratie, c'est une façon d'exercer le pouvoir. C'est tout. Vous pouvez avoir plusieurs formes de démocratie. La démocratie directe, où le peuple prend directement les décisions le concernant, ou la démocratie représentative, qui, elle, désigne une forme de délégation d'exercice du pouvoir du peuple à des représentants élus. Mais vous voyez bien que là, dans la définition que je donne, la démocratie se résume, entre guillemets, à une forme d'exercice du pouvoir, ce que n'est pas l'état de droit. La deuxième notion, c'est la notion de séparation des pouvoirs. Là, il s'agit d'organisation du pouvoir une fois ce dernier attribué. Mais retenez néanmoins que la séparation des pouvoirs, en tant que mode d'organisation des pouvoirs une fois ces derniers institués, ça n'est pas non plus l'état de droit. Il ne faut pas confondre l'état de droit avec ces deux notions. Alors venons-en à l'histoire de cette notion maintenant. Ce serait facile pour moi de vous dire que l'état de droit est une notion quasiment aussi ancienne que l'État. On ne serait pas très loin de la vérité. Parce que bien que la notion état de droit soit récente, soit contemporaine, il est exact que, à partir du moment où dans l'histoire se sont construits des institutions, des mécanismes de désignation, délégation et d'exercice du pouvoir, quelque part la notion d'état de droit s'est immédiatement invitée dans le débat. La notion d'état de droit telle qu'on la comprend aujourd'hui, c'est la notion selon laquelle certaines règles d'intérêt supérieur s'imposent aux institutions. Il y a du droit au-dessus du droit que créent les institutions de l'État. Et ça, cette idée selon laquelle
les institutions, qu'elles soient personnelles ou collégiales, qui exercent le pouvoir, se voient elles-mêmes imposer certaines règles qui leur sont supérieures, cette idée-là, contrairement à ce qu'on peut penser, elle est beaucoup plus ancienne que la date à laquelle on la fait généralement remonter, pour aller vite, la Révolution française. Sauf qu'on ne lui donnait pas le même nom à l'époque. On a commencé à désigner, sous la plume des premiers penseurs grecs, sous l'Antiquité, on a commencé à désigner cette notion de droit devant nécessairement s'imposer aux institutions sous le nom de droit naturel. La première forme d'état de droit, pour aller vite, pour schématiser, c'est celle du droit naturel. Autrement dit, une forme de droit que même les institutions les plus puissantes, que même les institutions dont le pouvoir est le plus indiscutable, une forme de droit que ces institutions ne pouvaient pas compromettre, ne pouvaient pas menacer. Cette notion de droit naturel, elle est encore présente aujourd'hui. Certains l'évoquent dans le débat, mais à l'époque, elle désignait véritablement l'ensemble des règles, de nature quasiment cosmogonique, qui devaient s'imposer à toute institution, même désignée. Il est difficile de la définir. Il est difficile de voir ce qui se cache derrière, d'autant qu'à l'époque, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, il était aussi facile d'y introduire, d'y intégrer la dimension divine, ce qui aujourd'hui n'est plus le cas dans nos sociétés sécularisées. Le droit naturel s'est progressivement enrichi de plusieurs dimensions. Il y a eu, je l'évoquais il y a un instant, la dimension divine. Lorsque le christianisme est devenu religion d'État de l'Empire romain, puis s'est installé dans les royaumes barbares qui se sont substitués à l'Empire romain, l'idée chrétienne de l'exercice du pouvoir s'est jumelée avec l'idée de droit naturel pour constituer un ensemble normatif relativement fixe dont il était admis que les souverains, même les plus puissants, n'allaient pas menacer, n'allaient pas compromettre dans leur propre exercice du pouvoir. L'un des exemples les plus célèbres de ce corpus qui jumelle le droit naturel et les apports de la pensée chrétienne qui s'imposent au pouvoir temporel des monarques à l'époque, eh bien c'est tout simplement le contenu normatif des Écritures saintes. Vous le savez, au sein des Écritures saintes, et plus précisément au sein du Pentateuque, il y a plusieurs livres qui, certes, racontent l'histoire de la création, offrent une narration de l'histoire biblique, mais il y a aussi un contenu normatif très précis, présent notamment dans deux livres très particuliers qui sont le Lévitique et le Deutéronome. Et au sein du Lévitique et du Deutéronome, il y a tout un ensemble de règles normatives que l'on suppose directement inspirées par Dieu à ceux qui ont tenu la plume de ces ouvrages et qui constituent une espèce de corpus auquel les rois ne peuvent pas toucher. Je vous en donne un exemple très précis et presque prosaïque, la prohibition du prêt à intérêt. Voilà qui est surprenant, mais la prohibition du prêt à intérêt, elle figure telle qu'elle dans le Lévitique. Et il s'agit donc d'une règle auquel tous les monarques, jusqu'à la Révolution française, ont, en tout cas ont droit, refusé de déroger. Jusqu'à la Révolution française, parce qu'il était inscrit dans le Lévitique, le prêt à intérêt, qui est aujourd'hui une institution dont on peut dire qu'elle est courante, était proscrit et n'avait pas cours. Et je vais même vous donner un autre exemple, là aussi assez prosaïque, vous allez voir. Le prélèvement fiscal. Le Lévitique, toujours ce même écrit, proscrit très explicitement le prélèvement fiscal au motif que tous les fruits de la terre ne peuvent être perçus que pour le profit de l'Éternel. Ce qui a été très longtemps interprété par les souverains comme une interdiction de se substituer à Dieu et de prélever directement sur leur sujet de l'impôt. Seule l'Église avait ce droit. En France, par exemple, il a fallu attendre la guerre de Cent Ans et le XIVe siècle pour que le roi de France se sente suffisamment émancipé de cette règle d'origine divine pour instaurer le premier impôt national qui s'est maintenu jusqu'à la Révolution française, à savoir la taille. Et cet exemple, d'ailleurs, m'offre une transition toute trouvée pour vous parler de la sécularisation progressive
de cette notion, de ce corpus un peu difficile à saisir qu'est le droit naturel mélangé de règles divines, ce corpus que les rois, les monarques, les gouvernants, pour le dire plus généralement, s'interdisaient de toucher. Prenons l'exemple de la France en particulier. C'est justement à partir de cette période-là, fin du XIIIe, début du XIVe siècle, que la tutelle religieuse qu'exerçaient les autorités ecclésiastiques en Europe, et plus spécialement le pape, sur les monarques, a commencé à progressivement s'atténuer. Les rois de France, qui n'ont jamais été des tyrans, ont toujours eu à l'esprit que certaines règles s'imposaient à eux. Ce qu'ils ont fini par contester, c'est que ces règles leur venaient directement de l'Église. La sécularisation, donc des règles supérieures qui s'imposent aux monarques, a pris plusieurs formes au cours du XIVe siècle, mais la forme la plus connue, la forme la plus célèbre, c'est celle des lois fondamentales du royaume. Vous les connaissez certainement, vous les connaissez peut-être moins juridiquement interprétées. Généralement, on en parle comme de la première constitution qu'aurait connue le royaume de France. Dans le contexte de sécularisation progressive des règles supérieures qui s'imposent à l'État, c'est l'une des premières formes de constitution que connaît la France, les lois fondamentales. Elles sont peu nombreuses, et l'on reconnaît d'ailleurs l'une des caractéristiques précisément de ces règles fondamentales qui s'imposent à l'État. Pour être efficace et pour être reconnues comme telles, il faut qu'elles soient peu nombreuses. Parmi ces lois fondamentales du Royaume de France, je vous cite la plus célèbre, la loi de primogéniture mâle. Il n'est pas possible, il est impossible à un monarque de succéder à un autre monarque s'il n'est pas son fils aîné. Un autre impact, plus sensible celui-là, de la sécularisation et de l'émancipation progressive du pouvoir temporel de la tutelle religieuse, c'est l'émergence autour du XVIe siècle, mais de plus en plus au XVIIe et au XVIIIe siècle, de ce que je vais appeler la logique désignative des institutions. Je m'explique. Avant que les pouvoirs temporels ne se sécularisent, c'est-à-dire du temps où la tutelle de l'Église était présente sur eux, elle leur servait également de fondement pour l'exercice de leur pouvoir. Il ne s'agissait pas de questionner le fondement du pouvoir qu'exerçaient les monarques, puisqu'ils étaient présumés l'exercer en application de la volonté de Dieu. Au fur et à mesure que les sociétés se sécularisent au cours du XVIe, du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle, se joue le premier mouvement que nous avons évoqué ensemble, à savoir la sécularisation des règles supérieures qui s'imposent à l'État, ça nous l'avons vu, mais se joue aussi la fin, la disparition du fondement religieux de l'exercice du pouvoir des rois et l'apparition de logiques de contestation du fondement de ce pouvoir, puisque les pouvoirs se sécularisent, puisque le fondement divin, le fondement religieux, ne suffit plus à lui seul à justifier de leur existence, ne pourrait-on pas penser d'autres formes d'exercice du pouvoir? Et c'est là, à partir du XVIe siècle, plus précisément durant le contexte des guerres de religion, mais de plus en plus au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et c'est là qu'apparaît une notion qui jusque-là n'était pas réellement discutée. Au fond, n'y a-t-il pas plus important que le pouvoir lui-même, mais la logique dont il procède, l'individu ou le corps qui est à l'origine de la dévolution de celui ou de celle qui exerce le pouvoir? C'est là qu'apparaît dans le débat, c'est là que surgit dans le débat cette fameuse logique désignative. Et voilà un autre élément qui s'invite dans notre débat et qui va progressivement entrer en conflit avec l'état de droit dont nous avons parlé depuis le début, c'est la logique désignative. Au fond, le pouvoir cesse de se justifier par lui-même, il se justifie désormais par la source auquel il puise. De quoi et de qui procède-t-il? C'est de cela
dont va désormais procéder essentiellement sa légitimité, et c'est avec cela que la notion d'état de droit va progressivement entrer en conflit. Et la deuxième sensibilité, beaucoup plus récente, mais elle s'exprime avec autant de virulence aujourd'hui. La deuxième sensibilité, celle qu'on a commencé à un peu dégrossir, eh bien c'est celle qui considère que les règles supérieures qui s'imposent à l'État n'ont aucune légitimité face à la source de désignation de ce dernier. Et puis il y a donc la deuxième sensibilité, celle qui s'attache à la source qui désigne les institutions. Depuis la Révolution française, et si j'accepte les quelques exceptions du XIXe siècle, la France s'est attachée à reconnaître une source démocratique aux institutions qui exercent le pouvoir. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale est composée de députés élus au suffrage universel direct. Le président de la République depuis 1962 est une institution de l'exécutif élue au suffrage universel direct. Le Sénat est composé de sénateurs élus au suffrage universel indirect. Bref, de nombreuses institutions tirent le pouvoir qu'elles exercent et surtout leur légitimité de leur source démocratique. Ça, c'est un changement fondamental. C'est un changement fondamental en ce que cette source démocratique se substitue aux règles qui s'appliquent à l'État. Parce que les institutions sont démocratiquement élues, désignées, elles sont présumées représenter parfaitement ceux et celles qui les ont désignées, à savoir le peuple souverain. On considère donc que c'est le peuple souverain qui s'exprime à travers elles. Et comme il n'y a rien au-dessus du peuple souverain, on en déduit donc qu'il ne devrait y avoir aucune règle supérieure qui s'imposerait donc à l'État, puisque ce dernier procède d'une source démocratique. Donc comment cela se passe aujourd'hui, très concrètement? Certains considèrent que la présence dans la Constitution de règles et de valeurs fondamentales qui s'imposent à l'État continue d'avoir toute sa place, toute son importance. Et d'autres considèrent que vouloir brider la capacité d'agir, la capacité de créer du droit d'une institution élue, c'est aller à l'encontre de la volonté du peuple souverain. Il y a du vrai, un peu dans les deux. C'est vrai que c'est curieux, dans un régime démocratique, de donner à une institution généralement non élue, souvent des juges, le pouvoir de brider une institution élue, en l'occurrence le législateur. Mais c'est vrai que c'est aussi important, dans un régime démocratique, de considérer que ce n'est pas parce qu'une institution est élue qu'on peut tout la laisser faire. Et je pense que vous connaissez suffisamment d'exemples dans l'histoire récente et dans l'histoire du XXe siècle notamment, de régimes dictatoriaux qui se sont progressivement établis sur une base démocratique pour considérer que le noyau des droits et des libertés fondamentales doit demeurer intact. Tout l'enjeu aujourd'hui consiste à réconcilier ces deux dimensions, dont j'ai tenté de vous montrer qu'elles avaient surgi à des rythmes et pour des raisons différentes dans l'histoire. D'une part, la plus ancienne, celle qui considère que tout État doit toujours, pour le bien des peuples sur lesquels il exerce son pouvoir, connaître des règles supérieures qui préservent les droits et les libertés des citoyens, et de l'autre, l'idée que l'État, dans un régime démocratique, doit quand même se composer d'institutions démocratiquement désignées par ceux sur lesquels il exerce le pouvoir.